Bon voilà, nous sommes des retours et là maintenant, nous recevons Moïse. On va recevoir Moïse quand même avec nous. Moïse. Voilà, Moïse Itegua. Aujourd'hui on parle de quoi déjà dans connaissance dans un art club. Alors, nous allons essayer un peu de plonger dans le monde de l'escroquerie. Ah ok. C'est un sujet qui paraît un peu banal, mais ce sont des faits qui passent dans nos coutumes, dans nos communautés. Trop souvent, les gens se font arnaquer chaque jour. Vous avez un jour été victime? Ouais, j'ai été victime. J'ai été victime de l'arnaque. Et puis c'était à la plus grande échelle. Donc je vais y revenir dans les comptes alors, s'il faut le dire. D'accord. Voilà. Alors on démarre, alors on découvre. C'est le top 10? Bon, nous allons aujourd'hui nous limiter au top 5. 5 ans. Top 5. D'accord. Très bien, c'est parti. Nous commençons, je pense que ce sont des faits qui vont vous faire rire, mais aussi peut-être ça va vous choquer. Mais beaucoup plus, moi je préfère que ce soit des messages qui interpellent, pour que nous soyons informés des différents faits qui se passent, afin de détecter au plus vite possible quand quelqu'un arrive vers nous et dans l'objectif de nous escroquer. Il y a quelqu'un qui connaît ici la tour Eiffel? C'est dans quel pays? En France, en France. À Paris. La tour Eiffel, oui, nous sommes à Paris. La tour Eiffel a pris Paris, 2 ans. Non. Précisément. D'accord. La tour Eiffel a pris 2 ans et 2 mois et 5 jours de construction. Mais il y a une personne, un individu français, qui a voulu ou qui a vendu ces tours à 2 reprises. Nous sommes en 1920. Vous savez que la tour Eiffel, c'est un symbole du pays même, de la France, qui se trouve même dans la capitale. Mais son entretien a coûté une grosse fortune. Et comme je l'ai dit, 2 ans, 2 mois et 5 jours. Et c'est là qu'entre en scène Victor Lustig. Victor Lustig, c'est un escroc, mais on le considère comme un grand génie. Il avait lu un article expliquant que la tour Eiffel commence à rouiller et qu'il faudra peut-être la démonter. C'est là où l'idée de génie lui arrive en tête. Il interpelle, il se fait passer alors pour un haut fonctionnaire du gouvernement français et contacte des grands ferrailleurs. Avec comme message, messieurs, nous allons vendre la tour Eiffel, mais discrètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé une réunion dans un hôtel luxueux et a présenté ses documents ultra convaincants. Tout le monde était impressionné bien évidemment par ce qu'il avait proposé. Un riche homme d'affaires mort à l'hameçon. Il a payé des millions pour acheter la tour Eiffel qui sera à démonter. Aujourd'hui même des grandes stars, quand ils arrivent en France, ils postent toujours devant la tour Eiffel. Maintenant quelqu'un vous dit que vous allez acheter cette tour Eiffel parce que ça commence à avoir de la rouille et que l'État veut s'en débarrasser. Malheureusement, Lustig avait pris l'argent et il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il ne s'était pas arrêté par là. Quelques mois plus tard, il refait exactement la même arnaque avec un autre groupe, dans toujours des hôtels luxueux. Malheureusement, c'était bien plus tard que la supercherie a été découverte. Et comment? Il a continué ses arnaques jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Maintenant, qui est celui qu'on appelle Victor Lustig? Il est né en 1890 et il est mort en 1947. Il était un escroc d'origine austro-hongroise. Il a mené beaucoup de fraudes en Europe et aux États-Unis. Mais il est beaucoup plus connu pour son charisme et son intelligence. Il a escroqué des riches industriels et même le célèbre gangster Al Capone. Il est arrêté en 1935, il a été condamné à 20 ans de prison et est mort en détention. Là, c'est la 5e personne. Imaginez au point d'arriver, comme on vous dit, on va vendre ici notre rond-petit-coudou. Et puis, il y a un riche qui se lance parce qu'elle s'est dit, ça va me ramener une fortune forcément. Alors, la deuxième chose, c'est la folie des tulipes. Je pense que les femmes qui sont là doivent nécessairement connaître la tulipe. C'est une fleur. Une fleur avec une longue tige, mais avec des fleurs comme une rose. Alors, ces tulipes, il y a des gens qui ont cru que la valeur de ces tulipes pouvait acheter des parcelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme. Imaginez quelqu'un vous dit que voilà, avec la fleur que vous avez, ça peut vous aider à acheter des fleurs. Actuellement, il y a ce qu'on appelle des bourses. C'est comme quelqu'un peut acheter des parts dans une grande entreprise avec l'espoir que dans 2 à 3 ans, cette part va croître, comme chez Netflix et tout ce qui va avec. Alors, et aussi, c'est la même chose qui s'est passé, nous sommes aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Tout commence avec une passion pour les tulipes exotiques. Les gens s'intéressaient beaucoup plus. C'est comme aujourd'hui la rose. On écoute, mais on ne voit jamais.
Tout le monde connaît que la rose a des épines, mais on ne voit pas. On voit seulement des fleurs, mais on ne voit pas la rose. Maintenant, à l'époque aussi, il y avait des tulipes qui avaient presque la même valeur. Mais elles sont rares. Comment vous faire comprendre que c'était beaucoup plus facile à un riche d'acheter une tulipe? Récemment, avec l'histoire de les millionnaires chinois, propriétaires de Tron, c'est une crypto-monnaie, qui a acheté une banane à plus de 3 millions, 5 millions de dollars. Une banane qu'on a juste exposée quelque part. C'est le même cas à l'époque, mais la différence c'est qu'à l'époque c'était comme un investissement. Tu achètes avec l'espoir que tu vas revendre cela à plus cher ou au plus offrant. Tout commence, comme je l'ai dit, avec une passion des tulipes exotiques. Elles sont rares et elles sont belles. Et surtout, elles deviennent un symbole de richesse. Tout le monde veut en avoir. Tout le monde veut en avoir. C'est trop facile même aujourd'hui à Goma de créer un truc et puis on s'est dit voilà, tu ne peux pas avoir ça si tu n'es pas riche. Les gens vont commencer à te consulter. Alors, les riches s'étaient mis à en acheter et très vite tout le monde veut sa part du gâteau. Les prix montent en flèche parce que plus c'est recherché, plus le prix devient exorbitant. Alors, certains vendent leurs maisons, leurs terres et même leurs économies pour acheter des bulbes de tulipes en espérant les revendre encore plus cher le lendemain ou peut-être des années plus tard. Un jour, lors d'une grande vente aux enchères, plus personne ne veut acheter. Pourquoi? En une seule nuit, tout s'effondre. Imaginez, tu avais déjà acheté plus de 10, peut-être à plus d'1 million de dollars, mais du coup, il n'y a plus personne qui en veut parce que peut-être ça n'a plus la même valeur. Ça n'a plus la même valeur. Des milliers de personnes se sont retrouvées ruinées et cette crise reste l'un des premiers grands crashs financiers de l'histoire du XVIIe siècle. La troisième position, nous avons celui qu'on appelle Bernard Madoff. Il a volé plus de 65 milliards de dollars. Ah, il est fort, hein? Qui il est? Nous sommes au New York. La fois passée, j'ai dit qu'au New York, c'est la ville qui possède la plus grande bourse mondiale, avec plus de 30 000 milliards de dollars par les États-Unis. La bourse, voilà. Alors, Bernard Madoff, lui-même, il est là. Il est un homme d'affaires très respecté. Il est un génie du Wall Street. Tout le monde veut investir avec lui, car il promet un truc magique. De l'argent facile, sans risque et avec des rendements incroyables. Il a promis à ce que tous les investissements seront... il y aura un retour sur investissement de plus de 50% dans 42 jours. Donc, si tu mets, dans 42 jours, si tu mets 1 million, donc forcément tu vas avoir 1 500 000 dollars dans 42 jours sans rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout fonctionnait normalement, mais il suffisait seulement que les nouveaux investisseurs arrivent. Donc, si Joyce ou peut-être Silva arrive, il amène son argent. Je prends cet argent, je donne à celui qui a investi avant lui. Ok. Et tant que les gens arrivent, parce qu'on va utiliser le même système, tu peux ramener quelqu'un, tu gagnes 50%, ainsi de suite. Et malheureusement, tout s'effondre. Et un jour, la machine s'éraille, les gens veulent récupérer leur argent au même moment. Mais il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde. Parce que tu as mis 1 million, mais on t'a donné 1 500 000, les 500 000 de plus, c'est pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, quand tout le monde se révolte, il veut récupérer l'argent, il n'y a plus rien. Et pendant qu'il avait déjà pris beaucoup, plus de 65 milliards de dollars qui étaient revenus. D'ailleurs, c'est un fait qui s'est reproduit récemment aux États-Unis pour les Noirs congolais. Même à Goma. On va y arriver. Il y a un jeune Congolais. Il y a un jeune Congolais aux États-Unis qui a fait la même plateforme pour les riches seulement. Et pas pour des petites sommes. 3 000 dollars, 30 000 dollars. Et avec des gains très faciles. Récemment, en 2024-2025, je pense. Les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Alors, qui est Bernard Madoff? Il faut vous renseigner. Il est né en 1938 et est mort en 2021 récemment. Est un financier et homme d'affaires américain. Il a dirigé l'une des plus grandes escroqueries financières de l'histoire, qu'on appelle une pyramide de Ponzi, estimée à 65 milliards de dollars. Il est ancien président du Nasdaq. Il a trompé des investisseurs du monde entier avant d'être arrêté en 2008. Il est mort en prison en 2021. D'ailleurs, le célèbre acteur américain Jason Statham, il a fait un film autour de la même histoire. Il a appelé ça Les Abeilles, je pense, pour les gens qui aiment beaucoup pour les cinéphiles. C'était la même
le même cercle d'investisseurs qui promettaient, qui cherchaient dans des contenus en ligne des femmes veuves, des hommes qui n'en voulaient plus de leur vie, et leur promettaient qu'avec tous leurs avoirs, ils pouvaient seulement investir pour aider les pauvres dans le monde entier. Et cette plateforme concevait de l'argent avec le temps. Et voilà, l'acteur a voulu seulement revenir sur la même histoire d'escroquerie. Alors, la quatrième personne sera en train de citer, c'est Elisabeth Holmes et la révolution médicale qui n'existait pas. Peut-être il y a des médecins ici. Beaucoup plus, moi je vois quand on passe en cours de route, il y a même des gens qui se font appeler des guérisseurs. Il y a des gens qui se font appeler des maîtres, c'est pas maîtres de la nuit et tout. Ils vous promettent qu'ils voient et tout. Grand maître marabout. Alors, il y a aussi celle qu'on appelle Elisabeth Holmes, mais elle, ce n'est pas dans l'effet mystique, mais c'est plutôt dans l'effet naturel et plutôt scientifique, la médecine. Imaginez une invention qui permettait de détecter des dizaines de maladies avec seulement une goutte du sang. Donc, on prélève une goutte du sang et on vous dit des maladies que vous avez. C'est ce qu'elle avait promis aux gens. C'était une vraie révolution médicale et les gens voulaient y croire. Donc tout le monde voulait, ça c'est une révolution aujourd'hui. C'est ce qu'a promis Elisabeth Holmes, une jeune entrepreneure brillante. Son entreprise, Theranos, lève des milliards de dollars. En Europe, c'est pas comme en Afrique. En Europe, l'argent coule à fond. Il suffit seulement que les gens croient à votre projet, ils investissent beaucoup d'argent. Et elle aussi, on avait cru à ce qu'elle avait fait. Les stars, les politiciens, les investisseurs également, tout le monde y a cru. Sauf qu'il y a un problème. Les jours de l'essai, la machine ne marche pas. Pendant des années, elle ment, elle falsifie des résultats et trompe les médecins. Elle n'était pas médecin, mais elle trompait les médecins avec ses résultats. Mais la machine ne fonctionnait pas les jours qu'elle avait promis cela. Quand les employés dénoncent la supercherie, tout s'explose. Holmes est condamné et Theranos devient l'une des plus grandes fraudes du siècle. La nouvelle est sur la toile. Vous allez lire pour comprendre et s'enrichir davantage. Alors, revenons à la République démocratique du Congo, avec l'effet qui a touché beaucoup de gens, peut-être même certains parmi nous ici. Auto. Il y a quelqu'un qui a entendu parler de Auto? Tout le monde, hein. Voilà. Auto, c'est une escroquerie du siècle en RDC. Il y a déjà des gars, peut-être congolais, c'est pas d'ailleurs, ils ne sont jamais dévoilés. Ils ont promis venir avec une entreprise européenne qui va s'installer bientôt en Afrique et que pour ça, il faut investir de l'argent. Mais en investissant de l'argent, il faut d'abord créer un réseau. En créant un réseau, tu amènes beaucoup de gens. Et plus il y a beaucoup de gens, quand l'entreprise va s'implanter à RDC, tu auras beaucoup plus de monopoles parce que tu auras beaucoup de gens derrière toi. C'était fondé, ce qu'ils disaient. Moi-même, j'ai fait des renseignements. J'ai recherché. L'entreprise existait bel et bien. Auto, ça existe jusqu'aujourd'hui. Ils ont pris la même identité. Ils ont utilisé des stars congolaises. Il y a même un star louchois, très connu, M. Joe, qui a fait la publicité de Auto. Je suis réfléchi, j'ai étudié. Je me dis, quand même avec un tel artiste très connu, c'est trop difficile de les convaincre de faire de l'arnaque. Quand c'est lui qui chante, c'est comme actuellement Pisson. À l'époque, c'était James Joey qui était beaucoup plus populaire. Il a chanté pour Auto, il a fait la promotion, il a dit même lui, il est dans Auto. Qu'est-ce que je fais? Je ne me suis pas arrêté là-bas. Parce que les gens, les amis venaient m'en parler. J'ai appelé. J'ai contacté, il y a des personnes dans Auto qui s'appelaient des Anna, ils avaient des noms de Chinois, des Japonais et tout, disant que c'est eux qui sont des chefs de groupe, les chefs de poule, Est, Ouest, Kinshasa et tout. J'ai parlé avec Anna, qui m'a envoyé un document signé par le ministère. Là, c'est Moïse, c'est les investigations de Moïse. Hein? Ouais, ça c'est moi. Ok. J'ai appelé Anna, qui m'a envoyé un document signé par le ministère de l'économie. Avec le nom du ministre de l'économie à l'époque, c'était... je ne me rappelle pas très bien les noms, mais on va mettre ça dans les commentaires. Je suis parti sur les sites du ministère. J'ai contacté les numéros que j'ai trouvés là-bas. J'ai écrit d'abord le message, on ne m'a pas répondu. J'ai appelé. Le ministre m'a mis en contact avec le secrétaire permanent, donc le directeur de cabinet du ministère de l'économie. Ce que je vous dis, c'est vrai, j'ai parlé avec lui sur téléphone à Kinshasa. J'étais en train de vouloir savoir, je lui ai envoyé les documents. J'ai même des captures que j'ai mis même dans mon drive. Monsieur le ministre, est-ce que ces documents ici des Auto, signés par le ministère de l'économie,
disant que c'est une entreprise qui est reconnue à RDC, enregistrée officiellement comme les entreprises existantes. Est-ce que vous reconnaissez ça? Parce qu'il y a des choses qui se font en ligne où on amène les gens à donner de l'argent pour avoir beaucoup d'argent. Ce qui est vrai qu'il y a beaucoup d'argent ont gagné de l'argent dans ces... Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent dans ces trucs. Bien qu'il y a aussi beaucoup qui ont perdu. Le ministre ne m'a pas répondu. Il m'a mis en contact avec maintenant les secrétaires. Plutôt, le directeur de cabinet m'a mis en contact avec le secrétaire. Il m'a appelé lui-même. C'était vers 16h. J'étais chez un ami qu'on appelle Jospin Biamungu. Et je lui ai dit, voici ce qu'on vient de m'appeler. Il m'a dit, bonjour monsieur Moïse, nous venons de voir votre message. On voulait bien comprendre ce que vous demandez. J'ai dit, non, je suis tombé sur un document. Est-ce que vous... c'est officiel? Est-ce que vous reconnaissez cela? C'est authentique. Ils m'ont dit, bon voilà, je comprends. Je ne sais pas si c'est lui qui n'avait pas compris le message. Il m'a mis en contact avec un inspecteur de l'économie de Goma. Son nom c'est Patrick. Jusqu'aujourd'hui je parle avec lui. Patrick, il m'a dit non, parlez avec Patrick, je pense que votre question sera beaucoup plus traitée, il faut qu'on essaie un peu de comprendre tout ça. Il ne voulait pas dire grosso modo ce qu'il voulait me dire, mais je pars chez Patrick, je lui pose des questions, je lui montre les documents, je dis monsieur Patrick, je suis parti là au bureau, c'était juste derrière cercle sportif de l'autre côté. Je lui dis monsieur Patrick, voici ces documents, est-ce que vous reconnaissez Auto, le ministre m'a mis en contact avec vous. Ah monsieur Moïse viens, à RDC tout est cop. Quand tu viens dénoncer, mais on t'appelle en coulisses, viens d'abord. On met dans un petit bureau, il n'y a même pas de chaise, on me met à côté. Oui, monsieur Patrick, je voulais bien comprendre ce que vous parlez de ceci. Ah, monsieur Moïse, moi-même, le ministre m'a appelé, mais j'ai l'impression comme si c'est authentique. Imaginez, hein, un cadre. J'ai l'impression, parce que même nous tous ici, il y a même beaucoup d'argent. Je vais même déposer des questions dans des personnels d'ici, dans les bureaux. C'est comme si tout le monde est sur Auto. C'est comme si c'est vrai. C'est comme si. Et moi, les amis qui attendaient, moi, ils disaient, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Moi, j'ai dit, bon, j'ai posé des questions. Le ministre a vu les documents. S'il n'a pas démenti, donc... moi, je n'encourage personne, mais si le ministre a... Qu'est-ce qui s'est passé après? On a remarqué les gens. Beaucoup de gens. Tu étais victime, hein? Oui, j'ai été victime. Ah ouais. Parce que quand je parle avec le ministre, je parle avec l'inspecteur, je me dis, bon, forcément, je suis garanti. Hein. Je suis garanti. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai perdu, mais je regrette plutôt les gens qui ont perdu grâce à moi. Ça, je partage avec les gens. Ouais. Tu as un jour été aussi victime d'une escroquerie? En tout cas, j'avais longtemps résisté, mais au finish, je suis arrivé à tomber. C'est pas Auto, mais c'était VGM. C'est le même domaine. C'est le même domaine. Bon. Mais au moins, quand même, on apprend de ses erreurs. Tu avais perdu combien? C'était $270. Ah ouais. Joe également? Tu as un jour été victime d'une escroquerie? Non. En tout cas, je n'ai jamais été victime. D'ailleurs, je suis dans quelque chose qui ressemble peut-être à... C'est que Moïse pas a même dit. de cette manière. Il y a même des personnes qui viennent, qui vous montrent, voilà, voici les diamants. Non, mais mon père, oui. Moi, non, mais mon père, oui. Ah ouais. Sylvain, toi? Ton père aussi? Non, lui-même. Non, pas mon père, vraiment. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai déjà été victime d'une grosse arnaque. Ouais, du vol, oui, j'ai déjà été victime. Mais je me souviens qu'un jour, j'avais accompagné quelqu'un qui avait été victime d'une grosse arnaque. Ici à Goma, d'ailleurs, ça s'est passé avec la vente des téléphones, où on vendait des téléphones avec de la boue et tout. Ouais. C'était vrai en tout cas, parce que la personne avait acheté le téléphone. Bon, je ne sais pas ce que le vendeur faisait, mais en tout cas, il y avait peut-être de l'envoûtement dedans. Il te montre un téléphone que tu vas checker en bon état et tout. Après, quand tu donnes l'argent, vous échangez le téléphone. Ce n'est plus le téléphone que tu as touché, mais on te donne un certain téléphone et puis on va emballer très bien. Mais tu vas retrouver dans le même téléphone de la boue et tout. Donc, c'est juste une mascade. Il y a de la boue dedans. Donc c'était ça, et puis après j'avais accompagné la personne pour chercher la personne qui l'avait arnaqué. Malheureusement on ne l'avait pas trouvé. Ah ouais. Et toi? Bon, de ma part, moi je n'ai jamais été victime d'une arnaque, sauf que j'ai aussi vécu une telle situation de ces... Mais aussi tu étais dans l'auto, hein? Non. Okay. Donc j'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts
d'investir, même heureusement. Ok. Heureusement. Dieu a sauvé. Ah voilà, sérieux. Et puis moi, je n'ai jamais été victime. Hein. En vrai, et puis tout ce qui se passe, les réseaux, des trucs. Moi, j'ai entendu parler de ça, de vigier, moto et tout, mais moi, j'ai jamais tenté. Hein. Faut être J'ai prudent. jamais tenté. Très prudent. Voilà. Merci Moïse. Hein. Peut-être pour Merci. citer, lui Madoff n'était pas celui qui a initié le système Ponzi, parce que c'est ce qui est connu, hein. Ponzi. Donc c'est un pyramide renversé. Donc ceux qui arrivent avant sont ceux qui gagnent et ceux qui arrivent après sont ceux qui perdent. C'était venu de Charlie Ponzi, c'est un Américain aussi, sud-américain évidemment, qui a donné son nom au célèbre système d'arnaque. Donc il a fait beaucoup, il a promis beaucoup. Et c'est de son nom même qu'hérite le système Ponzi. Ça existe jusqu'à aujourd'hui, hein? Surtout dans la crypto-monnaie aujourd'hui, et beaucoup plus. Il y a Frank Abagnale, il y a Alan Strandford. Donc renseignez-vous, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un vous approche pour vous proposer un gain facile, on a même vu, dis donc, un jeune de Goma qui a aussi fait ces mêmes erreurs à ses copains, et puis il a fui avec de l'argent. Je sais pas trop, je vais pas critiquer quelqu'un devant le micro des honneurs, mais je me dis seulement soyez prudent quand quelqu'un vous approche pour vous proposer des gains faciles. Voilà. Merci Moïse Itegua. Alors on change de chapitre directement.